Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Encore un chiffre encourageant, le chômage a continué à baisser en décembre, moins 1% sur un an, la décrue est de 10%. Les syndicats estiment que le chiffre ne correspond pas à la réalité. Inquiétude croissante dans la Drôme, 24 heures après la disparition d'un enfant de 3 ans pendant que sa mère faisait la sieste. Le concubin a été interpellé, mais le petit Julien n'a toujours pas été retrouvé. Un quart de siècle après son abolition, l'Assemblée nationale a voté aujourd'hui l'inscription dans la Constitution de la fin de la peine de mort. Initiative de Jacques Chirac, contestée par 18 députés UMP qui souhaiteraient son maintien en cas de circonstances exceptionnelles. Un changement d'habitude pour tous ceux qui travaillent ou qui passent du temps sur un ordinateur PC. Microsoft a lancé aujourd'hui son nouveau système d'exploitation Vista, un investissement de 6 milliards d'euros. SOS requins, les squales seraient menacés. Des scientifiques appellent la France à les protéger car aucune limitation des captures n'a jamais été décidée. Enfin, les forteresses de Vauban, candidates à l'inscription au patrimoine de l'UNESCO. C'est demain que le dossier concernant l'architecte militaire de Louis XIV sera déposé par la France. C'est encore une bonne nouvelle pour l'économie française. Le chômage continue donc de reculer, moins 1% en décembre, 20 000 demandeurs d'emploi en moins. Le chiffre vient d'être confirmé, mais il est mis en cause par certains syndicats. David Boéry, Guillaume Michel. Un Premier ministre toujours au travail, c'est l'image que voulait donner Dominique de Villepin ce matin. Une visite d'usine et une conférence de presse pour défendre son bilan. Le diagnostic aujourd'hui de la France, c'est non pas tout est réglé, mais les choses vont mieux. Un mieux sur le front du chômage. Les chiffres du mois de décembre publiés ce soir montrent une nouvelle baisse de 1% à 2 92 000 demandeurs d'emploi, soit 8,6% de la population active. Bilan pour 2006, 234 900 chômeurs de moins, soit une baisse de 10% en un an. Une méthode de calcul aujourd'hui contestée, c'est la même depuis 10 ans et elle permet les comparaisons internationales. Mais pour la CFDT, ces statistiques officielles minorent la réalité du chômage. Si on rajoute les 2 300 000 officiellement calculés, plus une partie des RMI, plus les 415 000 de plus de 57 ans dispensés de recherche d'emploi, plus ceux qui sont en formation, plus ceux qui sont en temps partiel, on dépasse largement les 3 millions de personnes. L'enquête sur l'emploi réalisée par l'INSEE aurait dû affiner la tendance. Elle est publiée chaque année au mois de mars, mais ce ne sera pas le cas cette année. L'Institut a décidé de reporter sa publication. Le mieux aurait été pour tout le monde, je pense, que les choses se passent normalement. Simplement, on a des fragilités statistiques dont je vous ai parlé, qui font qu'on a été contraint de prendre cette décision. Après la bataille pour l'emploi, c'est maintenant la bataille sur les chiffres du chômage qui est lancée, à moins de 100 jours de l'élection présidentielle. Et à l'instant, le Parti socialiste dénonce également le report de cette publication de l'enquête de l'INSEE et estime que la baisse du chômage est d'abord due à l'explosion, je cite, des radiations administratives. À moins de 3 mois de l'élection présidentielle, ce chiffre nous amène, comme chaque mardi, à notre coup de projecteur sur les grandes évolutions du pays. Aujourd'hui, une tendance lourde, ceux qui travaillent à temps partiel sont toujours plus nombreux. 4 200 000 salariés sont concernés, plus de 17% de l'emploi total. Portrait de France signé Séverine Lebrun, Valérie Lucas. C'est qui ça? Oh, Justin! Hein? C'est Thibaut, c'est un petit garçon que j'ai depuis l'âge de 4 mois. Il est tout gentil. Je l'ai 3 fois par semaine, 10 heures par jour. Fais un baiser. Une grosse journée, mais avec beaucoup de plaisir. On est bien tous les deux. Au revoir. Assistante maternelle à temps partiel. C'est le quotidien de Maryse Barrère, 48 ans. Le métier lui plaît, mais il a un énorme inconvénient, le salaire. 2,57 € de l'heure. Et ça me fait un salaire de 340 € par mois. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Les parents, quand ils nous demandent le tarif qu'on prend, même si ça varie à 10 centimes près, ils vont automatiquement prendre une assistante maternelle qui va prendre le moins cher. Lève la tête. Maryse n'a pas vraiment eu le choix. C'est pas pour faire coucou là, c'est pour manger. En 2005, elle a été licenciée d'une société de nettoyage. Elle n'a jamais retrouvé de temps plein. Depuis, elle grappille toutes les heures de travail qu'elle peut trouver. Vous l'avez sorti hier, le pion? Oui. Où ça?
On a été un peu dans l'erreur. Le soir, quand sa famille rentre à la maison, pour elle, une deuxième journée commence. J'ai terminé mon premier métier d'assistante maternelle à 18h. Et là, je repars. Il est 19h. Je repars pour mon deuxième métier en tant qu'agent de nettoyage. Alors, j'y vais. Là, c'est un moment où je suis toute seule, au calme. Et là, je peux vous dire que ma tête, elle rumine. Parce que je me demande ce que je vais faire dans les prochaines années. Là, je devrais être avec ma famille. Là, je devrais être en train de manger avec eux, là. À côté de ça, non, je suis là à récupérer comme ça 1 heure par-ci, 1 heure par-là pour essayer de combler les fins de mois, de combler pour faire plaisir à mes enfants. Mais avec ces deux boulots, Maryse gagne à peine 600 € par mois. Pas vraiment de quoi gâter sa famille. À la maison, il y a encore Sullivan et Emmanuel, les 2 derniers des 5 enfants. Et Robert, le père, ouvrier depuis 33 ans à l'usine. Il y a 30 ans, quand j'ai eu mon premier enfant, je vivais mieux que maintenant. Quand je regarde ce que j'ai moins d'argent qu'il y a 30 ans. Je vis plus du tout pareil. Papa, ce soir à 5h30, tu vas me chercher au gymnase. Les Barrères n'ont jamais payé d'impôts, pas assez de revenus. Et le budget familial est placé sous haute surveillance. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Quand on veut acheter un truc, faut attendre parce qu'on doit dépenser pour aller faire les courses, un truc comme ça, payer l'essence et tout. Leur maison, une HLM à 360 € par mois, ils n'ont jamais eu les moyens de l'acheter. J'aurais trop peur de m'endetter, de ne plus pouvoir rembourser les crédits et non, on est vite à la rue. Donc vous aurez jamais de maison? Non, j'aurai jamais de maison. C'est quand même malheureux quand même, de travailler comme ça toute une vie pour ne rien avoir du tout. 2 fois par semaine, c'est la NPE. Maryse espère toujours y trouver un emploi plus stable. Travailler à tout prix, même si son salaire est plus bas que les assédiques. J'ai 60 € de moins tous les mois que si je reste à la maison. Non, je veux travailler. Je ne veux pas dépendre, je ne veux pas être assistée, je ne veux pas dépendre des services sociaux ni de toutes ces choses-là. Moi, je veux travailler, je veux avoir ma fiche de paie, je ne veux pas recevoir la feuille de la NPE qui dit tous les mois on vous donne tant. Aujourd'hui, sur les 3 annonces qu'on lui propose, il y en a une qui lui convient. Agent d'entretien à quelques kilomètres de chez elle. Ça m'intéresse, c'est bien. Une fois qu'on trouve quelque chose. Petit espoir aujourd'hui. Là, le contrat, il est pour une durée de 6 mois et c'est renouvelable dans la limite de 24 heures. Donc là, c'est 24 heures hebdomadaires. C'est bien. Un CDD à temps partiel, mais Maryse postule quand même. À ce jour, elle n'a pas encore obtenu de réponse. Ce qu'elle attend des politiques, c'est de l'écoute et plus de respect. On a le droit quand même de vivre, on a le droit de manger, on a le droit d'avoir un logement, on a le droit d'avoir un travail. C'est un droit qu'on a. Il faut nous le donner. Il faut nous le donner. Il faut arrêter de dire que les chômeurs sont des feignants. Il faut arrêter de culpabiliser comme ça tout le temps quand on cherche du travail. Aujourd'hui, Maryse n'a qu'un souhait, que ses enfants travaillent moins dur pour une vie meilleure. L'inquiétude, je vous le disais, dans la Drôme. On ne sait pas ce soir si le petit Julien, 3 ans, est toujours vivant. L'enfant a disparu alors que sa mère faisait la sieste hier. Son concubin, qui n'est pas le père de l'enfant, a été arrêté. Sur place, Benoît Gadret, Thierry Monnier. Julien, 3 ans et demi, a donc disparu il y a maintenant 30 heures. L'enfant aurait quitté l'appartement de sa mère alors que cette dernière s'était assoupie devant la télévision. Ce matin, les enquêteurs ont placé le concubin de la mère en garde à vue. La police dispose d'un témoignage selon lequel cet homme aurait déposé un gros sac jaune dans sa voiture après avoir quitté l'appartement, ce que nie l'intéressé. Il dit tout simplement qu'il n'a jamais été en possession d'un sac de la couleur qui était indiquée par le témoin. Donc l'enquête s'oriente vers la vérification par les enquêteurs de la possession d'un sac de cette nature par l'homme qui est actuellement en garde à vue. Dans la voiture du concubin, les enquêteurs ont retrouvé des traces qui pourraient être du sang. Une expertise est en cours pour en connaître l'origine. Par ailleurs, un enfant de 12 ans affirme avoir vu Julien dans les rues de la ville à 17h30, ce qui paraît contradictoire avec la piste du sac jaune. En fin d'après-midi, les recherches menées par une équipe cynophile se concentraient sur les berges du Rhône.
L'hypothèse d'une noyade accidentelle n'est pas à exclure. Le fleuve se trouve à quelques centaines de mètres de l'appartement familial. Nul ne peut être condamné à la peine de mort. C'est cette petite phrase, cet article unique qui sera donc ajouté à la Constitution. La peine de mort, vous le savez, a été abolie il y a 25 ans, mais Jacques Chirac a souhaité inscrire cette interdiction dans les textes fondamentaux. L'Assemblée nationale a donné son feu vert aujourd'hui. Arnaud Boutet, Thierry Breton. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Il y eut d'abord ce vote historique. 1981, les députés abolissent la peine de mort à contre-courant de l'opinion. Moi, je trouve qu'on ne condamne pas suffisamment les assassins, tels qu'ils soient. Donc vous êtes pour le maintien de la peine de mort? Oui. En 1981, seuls 16 députés RPR votent le texte. Moi, je voterai contre la peine de mort. Aujourd'hui, le chef de l'État veut inscrire dans la Constitution la phrase suivante: nul ne peut être condamné à la peine de mort. Une inscription purement symbolique, car il est déjà impossible de rétablir la peine capitale. Il existe un protocole européen, qui est un protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France a ratifié depuis 1985, et qui interdit aux États qui ont ratifié de recourir à la peine de mort. Qui est d'un avis? À l'Assemblée nationale, les députés viennent de donner leur feu vert, mais 16 d'entre eux réclament un référendum sur la question. Est-ce que vous n'auriez pas exécuté Hitler? Voilà la question. Donc il est manifeste aujourd'hui que c'est une question de société et que je refuse qu'un Parlement qui va être soumis à réélection dans 2 mois prenne une décision aussi lourde de conséquences. La France était le 35e pays à abolir la peine de mort. On en compte aujourd'hui 120. 69 pays refusent de suivre, et pas des moindres, parmi eux la Chine et plusieurs États d'Amérique du Nord. Autre engagement de Jacques Chirac qui, lui, passe à la trappe. Le projet de loi qui introduisait en France le recours collectif des consommateurs, les classes actions, a été retiré de l'ordre du jour de l'Assemblée. Motif officiel, l'ordre du jour est trop chargé et l'examen du texte aurait été trop long. Il prévoyait également ce texte la gratuité du temps d'antenne des services téléphoniques d'assistance. Les associations de consommateurs expriment leur vif regret. La campagne présidentielle avec, comme chaque semaine désormais, le sondage Ipsos pour France 2 et Le Point. Nicolas Sarkozy creuse l'écart. Il serait en tête au premier tour avec 35% devant Ségolène Royal, 26, qui perd 3 points. François Bayrou et Jean-Marie Le Pen avec 11 points. Olivier Besancenot et Marie-Georges Buffet, 3,5. Arlette Laguillet, 2,5. Philippe de Villiers et Dominique Voynet, 2. Corinne Lepage et Frédéric Nious, 1%. Comme José Bové s'il était candidat. Nicolas Dupont-Aignan, 0,5% au second tour. Nicolas Sarkozy l'emporterait par 54% contre 46 à Ségolène Royal. Là encore, l'écart s'est creusé. La campagne avec ses grands et ses petits débats. François Bayrou et le Parti socialiste dénoncent aujourd'hui une police à 2 vitesses. Le vol du scooter d'un fils de Nicolas Sarkozy a en effet provoqué la mobilisation de gros moyens pour retrouver les auteurs du délit. Le ministre de l'Intérieur, lui, dénonce des attaques, je cite, stupides et basses. Zindine Boudaoud, Dominique Bonnet. Mauvaise surprise le 7 janvier dernier pour l'un des fils de Nicolas Sarkozy. Son scooter, laissé la veille devant chez lui à Neuilly-sur-Seine, a disparu, volé. Il sera retrouvé 10 jours plus tard, par hasard, loin de Neuilly, dans une cité de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. 3 suspects sont arrêtés, mais pour les confondre, la police a recours aux grands moyens. Un relevé d'empreintes et mieux, des prélèvements d'ADN. Exceptionnel dans ce type d'affaires. Ça démontre d'une part que quand la police a les moyens, elle peut faire du bon travail. Et puis d'autre part, la police étant une institution républicaine, je crois qu'on est très attaché au principe d'égalité. Donc j'espère qu'à partir de maintenant, l'ensemble des victimes de ce type de délit se verront appliquer les mêmes méthodes afin de retrouver l'objet du vol. 2 poids, 2 mesures dans l'attitude des policiers, estiment les adversaires politiques de Nicolas Sarkozy, qui lui réagit mais ne commente pas. La campagne électorale ne doit pas prêter à des attaques aussi stupides et aussi basses. Les policiers font leur travail. Je vous demande de laisser, si vous le voulez bien, mes enfants en dehors de tout ça. Les 3 suspects seront bientôt jugés et le scooter a été rendu à son propriétaire. C'est rare. La réponse qu'on a des forces de l'ordre, c'est souvent votre scooter, votre moto, faut pas compter la retrouver parce que dans l'état actuel des choses, c'est pas nos priorités, quoi.
Sur les 85 000 2 roues volées l'an dernier, 7 000 seulement ont été retrouvés. Et les fonctions cumulées de ministres et de candidats de Nicolas Sarkozy continuent de faire des vagues. À l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste, a demandé sa démission du gouvernement. Il a saisi le Conseil constitutionnel. Réponse de Dominique de Villepin, il s'agit de polémiques stériles. Nicolas Sarkozy, qui, on l'a aperçu il y a un instant, était à Londres aujourd'hui pour son premier déplacement à l'étranger depuis son investiture. Et il a enrôlé en quelque sorte Tony Blair dans la campagne. Il a loué son pragmatisme et son travail remarquable. Selon lui, les deux hommes avaient auparavant déjeuné ensemble. Les nouvelles dispositions contre le tabagisme et en particulier le tabagisme passif, c'est après-demain, vous le savez, qu'il sera interdit dans toute la France de fumer dans les lieux publics. Le point d'abord sur la loi, ce qui va changer très précisément. Nicolas Lemarinier, Dominique Bonnet. La petite pause cigarette en bas de l'immeuble, après-demain, cela devient la règle pour tout le monde. Mais ces quelques minutes, est-ce qu'elles relèvent du temps de pause ou sont-elles comprises dans le temps de travail? C'est l'entreprise qui décide. Temps de travail, le salarié doit pouvoir regagner son poste immédiatement si son patron l'exige. Temps de pause, le fumeur est tranquille mais la durée est limitée. Dans le code du travail, il est prévu qu'au-delà de 6 heures, il y a une pause de 20 minutes. Bon, alors là aussi, les conventions collectives peuvent prévoir des pauses supérieures. Ça sera à chaque entreprise de définir son propre régime de pause. Qu'en est-il de la pause cigarette dans les lycées? Les élèves fumeurs peuvent sortir de l'enceinte scolaire pendant les intercours et la pause déjeuner. Mais seulement si le règlement intérieur autorise les sorties. Attention. L'élève qui n'est plus dans l'établissement n'est plus sous la responsabilité du chef d'établissement, il est sous sa responsabilité, s'il est majeur, ou il est sous la responsabilité de son tuteur, de son responsable familial, s'il est mineur, bien entendu. Qu'est-ce qu'on risque si on fume en dehors de ces pauses cigarettes? L'éventail des sanctions est large. Ça commence par une amende forfaitaire de 68 €, elle peut grimper jusqu'à 150 €. Plus grave, si l'employeur est très à cheval sur le règlement, fumer délibérément, là où c'est interdit, peut être un motif de licenciement. Les enquêtes d'opinion montrent que 3/4 des fumeurs souhaiteraient arrêter la cigarette. La nouvelle loi n'a fait que renforcer sans doute cette volonté, mais c'est souvent un long chemin. Reportage Nathalie Sapena, Vincent Bouffartigue. Quand on a pour métier d'écrire des pièces de théâtre, la cigarette se pare de pouvoirs magiques. Jean-Marie Chevret, 52 ans, fume 1 à 2 paquets par jour depuis 34 ans. Dans mon inconscient, j'ai l'impression que la cigarette, que la réplique que je dois trouver, elle est dans la cigarette que je vais allumer. Roulette, argent, excitation, dans les casinos tout le monde fume. Et ce croupier non fumeur, quand il a commencé son métier, est incapable aujourd'hui d'arrêter la cigarette. Jean-Christophe Tirat, 40 ans, fume 1 paquet par jour depuis 16 ans. Nous sommes plongés dans une espèce de smog à la londonienne qui fait que la sollicitation est absolument permanente. J'ai arrêté une fois 4 mois et au bout de ces 4 mois, le simple bruit d'un briquet me rendait complètement hystérique. Envie de fumer, hein. À cause du tabac, Jean-Marie Chevret a fait un infarctus il y a 3 ans. 1 minute 18 d'arrêt du cœur. C'est un miraculé, il le sait, mais rien n'y fait. Il fume toujours malgré lui. À l'exception des 10 balles de tennis où on ne peut pas avoir l'écartement des doigts pour tenir une cigarette, autrement j'ai tout essayé. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé le petit fil dans l'oreille, j'ai essayé l'auriculothérapie avec le laser, j'ai essayé les séances collectives où on répète comme une litanie, j'ai choisi de cesser de fumer, etc. Mais cette fois ce sera la bonne. La nouvelle réglementation, c'est le coup de pouce qu'ils attendaient. Je compte bien sur l'interdiction totale de fumer pour franchir ce cap et réussir cette épreuve-là. Je pense, et on va dire j'affirme, que cette fois, là, au fond de ma tête, je sais que c'est le bon moment et que je vais arrêter de fumer. Donc je vais vivre, ça c'est pas mal. Oui, à suivre. À noter cette décision aussi de justice. Le casino Roule de Nice a été condamné pour non-respect des zones non-fumeurs, à verser 10 000 € de dommages et intérêts. Les plaignants affirmaient qu'une dizaine de salariés sont tombés malades en raison du tabagisme passif. Il faut savoir par ailleurs que les casinos ont encore 1 an, comme les bars et les restaurants, avant de se conformer à la nouvelle loi. Économie, si vous travaillez tous les jours sur ordinateur PC ou si vous en avez un à la maison, c'est un changement d'habitude qui s'annonce. Microsoft a lancé aujourd'hui son nouveau système d'exploitation et compte en écouler 100 millions d'exemplaires dès cette année. Marion Pilas, Alain Locasio.
Un lancement qui fait du bruit pour le dernier né de Microsoft. Le bébé s'appelle Windows Vista et déjà, son papa met en lui beaucoup d'espoir. Beaucoup de choses vont être révolutionnées par Windows Vista. Nouvelle présentation, animation 3D et sécurité renforcée, Windows Vista remplace son grand frère, Windows XP. Les fans ont attendu 5 ans, un œil sur l'étiquette, l'autre sur l'écran. Pour nous, ils ont passé Vista au banc d'essai. Ça coûte 339. C'est pas donné. Pas l'impression que ça apporte grand chose de nouveau, mais l'interface c'est vrai jolie. Cela étant, j'ai pas été super emballé pour l'instant. C'est comme l'autre, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Hein. Sur la visibilité et tout ça, c'est exactement la même chose. Et pourtant, Microsoft espère vendre 100 millions d'exemplaires de Vista en 2007. La plupart est déjà installée sur les ordinateurs. C'est l'événement commercial majeur du premier semestre de l'année, parce que Microsoft, ça va toucher certes toute la partie logicielle, toute la partie soft, mais ça va toucher tout le cœur vraiment du numérique. Les ventes d'ordinateurs personnels pourraient grimper de 10% cette année. Microsoft équipe déjà plus de 9 PC sur 10. Une information maintenant qui aurait pu passer inaperçue. La Suède va ouvrir une nouvelle ambassade. Rien d'extraordinaire a priori, sauf qu'elle sera installée dans un monde virtuel qui connaît depuis 2 ou 3 ans un succès foudroyant. Ça s'appelle Second Life, comme une deuxième vie. C'est un jeu, mais qui est bien plus qu'un jeu. Chacun s'y crée son personnage et sa nouvelle existence. Des millions d'internautes s'y retrouvent chaque jour. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Emmanuel Lambert, Pascal Stelletta. Un autre monde, disponible d'un clic. Second Life, ça se passe sur Internet. Vous êtes plongé dans un univers virtuel où tout est possible. Pour rentrer dans ce monde, la première chose à faire est de créer un personnage et c'est à travers ce clone que vous pourrez vivre des aventures virtuelles. Me voici donc au cœur de Second Life. Des villes entières ont été reconstituées, quartier par quartier. Amsterdam et maintenant Paris, au pied du Moulin Rouge et d'une tour Eiffel encore en construction. Des lieux où l'on se rencontre. Derrière chaque personnage se cache un internaute connecté comme moi. Premier rendez-vous virtuel avec Bao. On le retrouve dans le réel. Le personnage que l'on crée est quelque part une vitrine de soi, donc on essaie de l'habiller, de le faire vivre dans un monde dans lequel on voudrait au final vivre. Un succès planétaire, plus de 3 millions de personnes dans le monde entier y vivent régulièrement une deuxième vie. Âge moyen 32 ans, une bonne situation et pourtant ces nouveaux internautes cherchent une échappatoire. C'est un des personnages types. Michael Stora, psychologue, passe beaucoup de temps sur Second Life. Je pense qu'on a besoin de plus en plus de ces jardins secrets numériques pour pouvoir finalement se représenter autrement. Les grandes marques ont bien compris l'intérêt de ce nouvel univers. Elles y font tour à tour leur apparition. Constructeurs d'ordinateurs, de voitures ou équipementiers sportifs, tous rêvent d'y vendre leurs produits. Pour l'instant, Second Life n'est qu'une vitrine. Ça permet de tester nos produits auprès d'une clientèle qui a un potentiel économique très intéressant pour nous. Donc en résumé, Second Life est un formidable laboratoire. Un laboratoire où l'on circule gratuitement, mais pour construire une maison virtuelle comme celle-ci, il faut débourser 50 € via un paiement sécurisé. On peut espérer la revendre 100, 200 € dans quelques mois. C'est comme ça qu'An Che-chung a fait la une des journaux. À la création de Second Life, cette Allemande d'origine chinoise achète des millions de terrains, des centaines de maisons. En les revendant beaucoup plus cher, elle est devenue millionnaire. En quelques clics, cet argent gagné sur Second Life peut basculer sur votre compte. Nicolas Barrial arrondit ainsi ses fins de mois. J'ai sorti à peu près 800 €, j'ai complété mes vacances. Même les politiques tentent l'expérience. Précurseur, le Front National, premier parti, a créé sa permanence virtuelle. Depuis quelques jours, il n'est plus seul. Bonjour. Ségolène Royal a désormais son forum dans ce deuxième monde. Elle y expose son programme, promet des débats participatifs. Ceux qui voulaient éviter les tracas du quotidien risquent d'être déçus. Politique, économie, médias, pour la première fois, le virtuel est rattrapé par le réel.
L'environnement, le mois de janvier 2007 a été le plus chaud qu'a connu la France depuis 1950. Ce sont les services de la météo qui viennent de l'indiquer. Il faut rappeler qu'en début de mois, ces images nous le rappellent, les températures dépassaient les 10 degrés. Il faut remonter à 1988 pour trouver des températures plus douces lors d'un mois de janvier. L'information en tout cas n'étonnera pas les scientifiques qui poursuivent leurs travaux à Paris pour le sommet du GIEC sur le réchauffement. Pour la première fois, les experts ont voulu mettre leurs actes en rapport avec leurs constats. Le sommet sera compensé écologiquement. Explication Renaud Bernard, Sylvain Doba. Pour participer à la conférence, ce climatologue comorien a parcouru 14 000 km en avion. La neutralité carbone, c'est la compensation financière de la pollution générée par ces déplacements aériens. De l'argent investi dans des projets verts dans les pays du Sud. Le voyage de l'océan Indien à Paris a provoqué l'émission de plus de 3 tonnes de gaz à effet de serre. Au cours international du carbone, la facture s'élève à 60 €. Comme j'ai pris un vol sur les Comores pour arriver à Nairobi, et Nairobi, La Réunion jusqu'ici, là effectivement il y a eu beaucoup plus de pollution. Et trajet par trajet, les organisateurs de la conférence ont ainsi calculé les pollutions émises par les 500 délégués. En additionnant les distances parcourues par les délégués, on arrive à un certain nombre de tonnes de gaz carbonique ou de carbone, et ensuite on compense ces émissions. Au total, 1150 tonnes de carbone gaspillées dans l'atmosphère. À 20 € la tonne, ce sont donc 23 000 € qui ont été versés à une ONG pour compenser. L'homme chargé de cette mission est installé en région parisienne. De son bureau, il a lancé avec cet argent la construction de fours écologiques dans le sud de l'Érythrée. Le projet lui-même, c'est de construire des foyers de cuisson à haut rendement qui permettent de brûler 2 fois moins de bois que les foyers de cuisson traditionnels pour cuire les aliments. Donc comme on brûle 2 fois moins de bois, on va émettre 2 fois moins de CO2. En Europe, le système de la neutralité carbone a été initié par les pays scandinaves. La France l'appliquera désormais à tous les événements officiels qu'elle va organiser. Oui, cela risque de ralentir le rythme des sommets internationaux. Ce qui inquiète aussi les scientifiques, c'est que le réchauffement s'auto-alimente. C'est un engrenage. La chaleur provoque des effets cumulatifs. Exemple, en Sibérie, la fonte des terres gelées pourrait entraîner une libération massive de méthane, un gaz à effet de serre. Reportage Anne Poncinet, Xavier Luizet. Perdus au milieu de la taïga, les grands marais de Sibérie ne s'approchent qu'en motoneige à cette saison. Mais pour en parler, le docteur Kirpotin irait à ski s'il le fallait. Voilà, on va déboucher dans le marais. Ce sont les plus grands du monde. Des étendues apparemment ternes mais qui jouent un rôle essentiel. Grâce à la petite végétation insignifiante qui constitue la tourbe. Le marais absorbe le carbone dans la tourbe. Quand les plantes poussent, elles captent le carbone de l'air et le fixent grâce à la photosynthèse. Entre 1/10 et 1/4 du carbone des terres émergées de la planète est piégé dans ces marais. Ils protègent la biosphère de notre planète du carbone et de cette manière, ils empêchent l'effet de serre. Mais Sergueï Kirpotin est inquiet pour ces marais, notamment ceux du Grand Nord. Chacune de ces expéditions le confirme, ces marais se réchauffent. On voit que le lac s'étend et ça, c'est le résultat de la fonte. Ces terres qui normalement ne dégèlent jamais en profondeur fondent de plus en plus. Et le risque, c'est qu'elles recèlent des poches de méthane. La fonte de ces marais glacés risque de libérer une énorme quantité de ce gaz dans l'atmosphère. Or, le méthane est un gaz à effet de serre. Le méthane est dangereux, c'est un gaz qui a 20 fois plus d'impact que le gaz carbonique en termes d'effet de serre. Sergueï Kirpotin est d'autant plus inquiet que les météorologues sibériens observent dans ces zones continentales très froides un réchauffement accéléré. En 50 ans, dans certaines régions, la température moyenne des hivers a augmenté de 6 degrés. Dans d'autres, de 4 ou 2 degrés. Alors que durant cette période, la température moyenne globale n'a augmenté que de 1 degré. Comme tous les grands écosystèmes, les marais sibériens respirent. Et l'étude de ces phénomènes est essentielle pour prévoir la gravité du réchauffement de notre planète et donc l'urgence de le prévenir. L'environnement encore, il fait peur, mais c'est lui qui est menacé par l'homme et non l'inverse. Un tiers des populations européennes de requins sont en voie de disparition. Des scientifiques appellent la France à peser de tout son poids. Florence Mavic, Patrice Brugère.
Derrière ces mâchoires effrayantes se cache un animal vulnérable. Vous avez du mal à y croire, le requin a pourtant un redoutable prédateur, l'homme. Dans toutes les mers du globe, il est la proie des pêcheurs. Comme dans le cochon, chez le requin tout est bon. La chair, la peau, le foie, mais surtout les nageoires. Les Asiatiques en sont très friands. Le kilo d'aileron se vend 600 €, le squale peut rapporter gros. On pêche les requins, on leur prend les ailerons, on jette la carcasse. Alors il faut savoir qu'au maximum, les ailerons c'est 5% du poids du corps du requin. Donc c'est à la fois un gâchis écologique et économique. Les requins sont souvent rejetés vivants dans la mer, sans aucune chance de survie. L'exploitation de plus en plus intensive met en péril un tiers des espèces qui nagent dans les mers chaudes, mais aussi au large de nos côtes. Une chair sans arrêt, ça intéresse les cuisiniers. Beaucoup d'espèces comme les petites roussettes par exemple sont présentées sous le nom de saumonettes, donc sans la peau, sans la tête, vous ne reconnaissez pas que c'est un requin. La France fait partie des plus gros pêcheurs européens, juste derrière l'Espagne, avec 21 000 tonnes par an. La réglementation européenne autorise la capture sans fixer de quota. Elle interdit en revanche le prélèvement sauvage d'ailerons sur les navires. Peu de pêcheurs respecteraient cette injonction. Une fois décimés, les seigneurs de l'océan ont beaucoup de mal à se reconstituer. Leur taux de reproduction est faible. Ils représentent pourtant un maillon essentiel dans l'équilibre des écosystèmes marins. En bref, sachez que la nouvelle doyenne de l'humanité est japonaise après le décès d'une américaine qui était son aînée de quelques jours dimanche. Yoneka Minagawa a 114 ans, veuve et mère de 5 enfants. Elle vit dans cette maison de retraite à la montagne, dans le sud du pays. Elle fait 3 repas par jour et danse encore de temps en temps. Son secret de longévité, d'après elle, bien dormir et bien manger. Il était le grand ingénieur militaire et l'architecte aussi de Louis XIV. L'œuvre de Vauban est officiellement proposée au patrimoine mondial. Le dossier de candidature sera déposé demain à l'UNESCO. Il s'agit bien sûr de ces forteresses, de ces citadelles si familières dans le paysage français. Daniel Wolfram, Pascal Caron. Les pertuis sont ces détroits donc, entre les îles pour éviter aux navires anglais de Sous le toit des Invalides, à Paris, ces maquettes immenses. Elles sont d'époque, c'est-à-dire du vivant même de Louis XIV, quand son principal ingénieur militaire se nommait Vauban. Ce sont donc les répliques précises au mètre près de ces citadelles et places fortes. Le génie de cet homme s'adaptait constamment au paysage. Ici, nous sommes sur la forteresse de Blaye, sur la Gironde, qui était un verrou en fait de protection de la ville du port de Bordeaux. Et donc à Blaye, il a réadapté une enceinte médiévale en la modernisant à l'aide de fortifications bastionnées. Mais l'ingénieur Vauban est d'abord un militaire. Il a conduit plus de 50 sièges. Il a été blessé gravement 8 fois. À Besançon, il a repris la citadelle aux Espagnols. Mais ici, on retient davantage les talents de Vauban, grand maître d'ouvrage. Et ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, la géologie de la citadelle, du rocher sur lequel est inscrit cette citadelle de Besançon, va être pour Vauban une expérience absolument magistrale, où en fait le rocher devient citadelle, où la citadelle devient elle-même rocher. Difficile de ne pas tomber sur Vauban dans cette ville. Il y a été tour à tour bâtisseur militaire et ingénieur civil. Traduit en 15 langues, ses traités de défense inspiraient les plus grands capitaines d'Europe. Façade maritime ou frontières terrestres, il a bâti 150 ouvrages, de quoi résister sur tous les fronts. À Besançon, l'ennemi c'était les Habsbourg. Après un siège terrible, Vauban reprend le site et le reconstruit. 30 ans de travaux et une citadelle qui, somme toute, ne servira jamais. Elle va servir d'école de cadets, de prison d'État. Ça n'a jamais servi à rien. On ne peut pas dire les choses comme ça. Ça sert en tout cas à promouvoir le génie de Vauban. Les citadelles de Vauban, de belles endormies. Elles attendent maintenant le réveil de l'UNESCO. Mais il faudra patienter jusqu'en juin 2008. Il y aura peu d'argent à espérer, mais une solide reconnaissance internationale à gagner. On reste au XVIIe siècle avec Molière. Molière au cinéma. Il ne s'agit pas d'une biographie mais d'une fiction. La rencontre imaginaire de l'auteur avec ses personnages, sortie demain avec Romain Duris dans le rôle principal. Pascal Deschamps, Jean-Jacques Le Garec. Molière n'avait que 22 ans lorsqu'il disparut plusieurs mois. Pour faire quoi? Aujourd'hui encore, il garde son mystère. Les auteurs du film l'ont donc imaginé.
Et si Molière avait rencontré alors les personnages qui allaient nourrir ses pièces? Criblé de dettes, le jeune Molière accepte de donner des cours de théâtre à un bourgeois gentilhomme amoureux. Sieur Molière s'engage à préparer le sieur Jourdain en vue d'une prestation qu'il donnera devant la marquise. Car c'est d'amour dont il est question. Celui que je porte à Célimène. Il assiste d'un coup dans une maison bourgeoise à des situations qui ensuite il va écrire et ils feront les grandes scènes de Molière. Cachez donc ce sein que nous ne saurions voir. Le petit chat est mort. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. L'histoire elle est quand même assez gratifiante, l'histoire du film, donc après il n'y a plus qu'à juste pas être trop léger parce que on est quand même Molière, quoi, faut quand même pas déconner. Madame Jourdain, l'esprit et la grâce dans un même corps, comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Monsieur Jourdain, Dorante, Célimène, Tartuffe, Scapin et ses fourberies, ils sont tous là, plus vrais que nature. Molière n'a qu'à se servir, mais à l'époque, il ne voulait écrire que des tragédies, sans grand succès, il est vrai. Qui l'a donc fait changer d'avis? Partez avec moi. Une femme, bien sûr. La comédie, pour laquelle vous êtes si complaisante, ne repose que sur de grossiers effets mécaniques. Alors que la tragédie, elle, explore l'infinie complexité de l'âme humaine. Alors, jouez des comédies qui explorent l'âme humaine. Ce genre de comédie n'existe pas. Eh bien, inventez-le. Pourquoi je vous ai dit qu'il faut lire du Molière à haute voix tous les jours, au moins 1 heure? Comme à quelqu'un qui conseillerait à un pianiste de faire tous les jours du Bach. Parce que quelque part, toutes les couleurs des sentiments de l'humain, ou un certain nombre de couleurs du sentiment humain, sont là. Monsieur! Vous baisez ma fille? Et à coups de dialogue et de péripéties dont Molière lui-même n'aurait pas rougi, le film nous fait vivre l'émergence d'un génie. Voilà, et n'oubliez pas 1 heure de Molière par jour. Sport, football, Sochaux est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France après sa victoire il y a quelques minutes sur le terrain de Monaco. 2-0, but signé Pitot et ici Le Talec. Et puis un mot de rugby, on connaît la composition du 15 de France qui affrontera l'Italie en ouverture du tournoi des 6 nations. 2 nouvelles titularisations, David Scrella au poste de demi d'ouverture, Sébastien Chabal en 3e ligne. Comme nous l'indique notre spécialiste Florent Gautreau qui sait aussi manier l'humour, c'est la nouvelle charnière de Laporte. Italie-France, un match à suivre sur France 2 samedi à partir de 14h30. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, le premier épisode d'une nouvelle grande saga sur France 2, Camarades. À demain.